OK, on voit qu'il y a plusieurs personnes déjà arrivées au webinaire, donc bienvenue tout le monde. On va commencer. Je vais juste demander à tout le monde qui participe, y compris les panélistes, de commencer avec vos micros fermés et comme ça, on va tout bien entendre les interventions des personnes qui parlent. Donc, bienvenue à la session qui s'appelle «À qui appartient la ville, l'aménagement urbain et le pouvoir citoyen» ou en anglais euh, «Who, um, Whom does the city belong to? Urban development and citizen power». Nous avons 4 panélistes avec nous aujourd'hui. Puis je vais juste demander les panélistes de faire comme ça quand je lis votre nom, même si vos noms sont aussi affichés. Donc, Ghislaine Raymond, qui est la présidente du comité de pilotage pour le redéveloppement du secteur Louvain-Est dans Ahuntsic et qui va nous parler aujourd'hui de cette initiative de collaboration entre les élus et les citoyens. Et on attend toujours Dimitri Vosopoulos qui va parler de la lutte menée à Milton Park. Nous avons aussi Nathan Crompton, qui est un militant pour le droit au logement dans le côte ouest. Et Jocelyne Bernier, qui est le représentant d'Action Gardien, qui est la coopération de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles et qui va présenter l'opération populaire en aménagement dans ce quartier et surtout en lien avec la requalification du site Peel Bonaventure et le projet du stade de baseball, un projet qui était bien médiatisé dans les dernières années. Je m'appelle Shannon Francine et je serai votre modératrice aujourd'hui. Je suis aussi la coordonnatrice de la CDC Solidarité Saint-Henri et impliquée dans la coordination du collectif Anula Malting qui développe un projet 100% communautaire pour le site d'une usine abandonnée sur le canal de la Chine. Donc, on va voir plusieurs choses à discuter aujourd'hui, tout en lien avec la reprise du terrain par les groupes citoyens. Et on est très, très hâte à échanger avec vous aussi qui participent à cette panel. Before we start today, I would like to acknowledge that the projects that we'll be presenting are located on unceded Indigenous lands and that our communities exist in their current form in our neighborhoods because European colonizers appropriated the land from Indigenous people through violence and illegal actions. And many of the projects that we'll be discussing today are rooted in a belief that we have a right to live on this land, which when we place that belief in its historical context of colonialism is problematic. So currently, many of us who are involved in these projects are searching for ways to not only acknowledge that we're claiming a right to live on unceded Indigenous territory, but also to work constructively to address the damage that colonialism has done to Indigenous nations. So I would invite the participants and the panelists to address this issue throughout our discussion today. So thanks very much. And alors, on va y aller. Aujourd'hui, l'objectif... Oh, salut Dimitri. Thank you, Dave. Thank you. Bienvenue. Alors, c'est ça, on va commencer. Aujourd'hui, notre objectif avec les 4 présentations, c'est de outiller et inspirer vous, les gens qui participent à cette panel, en parlant des étapes que les projets qu'on représente aujourd'hui a déjà franchis avec succès. Donc, les succès qu'on a eus, ça va faire partie de toutes les présentations. Aussi, on va vouloir mettre à contribution les participants pour réfléchir sur comment on peut avancer vers les solutions aux obstacles. Donc, les panélistes aujourd'hui vont aussi présenter les obstacles que leurs projets ont vécu dans les dernières années. Et chacun des panélistes va avoir 8 à 10 minutes pour présenter leur projet. Donc, on va commencer avec Ghislaine.
Et oh, je vais juste mentionner avant qu'on commence que je vous invite, les gens qui participent aujourd'hui, si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, on vous invite de mettre votre nom ou le sujet de votre question ou votre commentaire dans le chat, donc dans la section converser ou clavardage. Et on va avoir à peu près la moitié du panel, ça va être consacré à vos questions et vos commentaires, mais ça va être après tous les panélistes. Donc, vous pouvez mettre déjà votre nom ou votre sujet durant la discussion et on prendrait vos commentaires après les présentations. OK, merci beaucoup. Et Ghislaine, si vous voulez commencer. Et Ghislaine, votre micro est Oui, fermé. oui, d'accord. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver en ligne malgré le fait, je veux dire, qu'il aurait été sûrement beaucoup plus agréable de se retrouver ensemble dans un atelier comme on l'a fait dans le passé. Mais merci d'être là, je veux dire, par cette belle journée. L'écoquartier Louvain-Est, je viens vous parler d'un quartier qu'on veut construire à échelle humaine, abordable et pérenne. Où est-ce qu'il est situé? C'est une friche industrielle qui se retrouve dans le nord de Montréal, donc qui est bordée par les rues Saint-Hubert, Louvain-Est, Christophe-Colomb et la voie ferrée du Canadien national. C'est tout près, je veux dire, du collège Huntsic et c'est entre les stations de métro Crémazie et Sauvé. Si on regarde ce que c'est un projet de revitalisation intégré qu'on veut de la zone urbaine, qu'on planifie conjointement à l'intérieur, à la fois les citoyens, dans un bureau de projet partagé. Le bureau de projet partagé, il est composé à la fois de la composante communautaire, Solidarité Huntsic, que je représente, et aussi les représentants de l'arrondissement Huntsic-Cartierville et des représentants de la Ville de Montréal. C'est un projet de quartier qu'on veut abordable, où la sécurité alimentaire soit prise en compte et aussi en tenant compte de toute la question des changements climatiques. Notre programme de développement, c'est un programme ambitieux complet. Donc, quand on parle, c'est de 800 000 logements, parcs, placettes, euh, euh, infrastructures socio-communautaires. C'est complet, donc on parle d'une école, d'un CPE, d'une bibliothèque tiers-lieu, d'un centre communautaire. Et à ça, je veux dire, on veut avoir le développement d'un pôle alimentaire parce que c'est un secteur de désert alimentaire. Donc, on va être capable de produire, donc aller de la production à la transformation et à la distribution au niveau alimentaire avec des commerces de proximité qui pourront être, se retrouver au rez-de-chaussée de certains des immeubles. Notre enjeu, c'est ce que je vous disais en tout début, je veux dire, c'est de construire un quartier à échelle humaine complet. Notre défi, c'est qu'il reste abordable, mais de façon pérenne. Et ça, c'est vraiment l'enjeu primordial et l'outil privilégié de notre côté, c'est la fiducie foncière d'utilité sociale, une zone hors spéculation immobilière qui est l'élément moteur, je veux dire, pour être capable d'arriver finalement à réaliser la fiducie. Nos principales réussites, je dirais que dans un premier temps, c'est d'avoir réussi à faire accepter la proposition qu'on avait, je veux dire, de faire un quartier complet par les décideurs de la ville, l'arrondissement et la ville-centre. Donc, on est passé de quémandeur, ce qu'on a eu comme posture de 2012 à 2017, à celui de partenaire dans un bureau de projet partagé. Cette position-là nous a permis d'avoir un financement pour notre démarche. On a eu un financement d'arrondissement et de Desjardins, ce qui nous a permis, entre autres, d'avoir une personne à la coordination et aussi d'embaucher des consultants qui nous permettent d'avoir des compétences et d'être capables d'avoir des connaissances suffisantes pour être capable de travailler dans des tables de travail au sein du bureau de projet partagé. Une autre réussite, c'est le fait que la vision et le programme a été élaboré en amont par les citoyens du quartier. Dans des groupes de travail, il y a 80 personnes en 5 équipes de travail qui ont travaillé à cette conception-là et c'est celle qui est à la base de la proposition qui a cours maintenant. L'autre diapo.
Oui, puis en fait, je vais juste interrompre pour un moment parce que je pense que le PowerPoint n'est pas encore affiché. Mais Ghislaine, Ah! vous voulez OK. qu'on affiche le PowerPoint, n'est-ce pas? Oui, ben, c'est OK. Paolo qui devait le faire? Oui, super, c'est en cours, voilà. OK, parfait. Oui. Fait que donc, ça, c'était le pour vous situer, je veux dire, dans où était le site Louvain, mais si vous voulez, on va continuer parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps, puis je veux surtout aborder avec vous les obstacles. C'est sûr qu'on a des bons coups, mais je veux dire, on a quand même des obstacles. Je continue dans nos réussites. Je pense que juste pour vous tracer la trajectoire, on a établi avec les différentes composantes du bureau de projet partagé un plan d'ensemble complet qui entraîne des modifications réglementaires nécessaires pour être capable de réaliser le projet, donc un article 89. C'était soumis à l'Office de consultation publique de Montréal et ça vient tout juste de se terminer là, cette semaine. Donc, on est en attente de recommandations de l'Office de consultation publique. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le quartier qu'on veut développer, je veux dire, c'est un quartier où ça va être finalement la mixité qui est à la fois, je veux dire, une des composantes essentielles du- de, de ce quartier-là, donc qui va permettre à la fois de répondre aux besoins des ménages à faible et modeste revenus, mais aussi aux ménages qui ont des besoins particuliers. Parce que dans notre composante, je veux dire, il y avait entre autres, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, je veux dire, qui vont pouvoir avoir pignon sur rue avec nous. Et on est en attente, mais là, ce n'est pas une réussite, mais c'est, disons, la trajectoire, c'est d'avoir une résolution du conseil de ville qui permette, je veux dire, à son conseil du mois de septembre, l'autorisation de pouvoir arriver à modifier le zonage, donc être capable de passer à l'étape suivante qui est de démolition, déconstruction et passer à la phase de mise en œuvre. Fait que, allons-y pour maintenant, je veux dire, au niveau, le principal obstacle. Si on regarde le principal obstacle, c'est vraiment le fait, la difficulté de faire accepter notre outil qu'on souhaite, je veux dire, c'est la fiducie foncière d'utilité sociale pour gérer les actifs de l'écoquartier et en assurer l'abordabilité pérenne. Cette approche se confronte au lobby des promoteurs privés puis aux pratiques qui sont convenues à l'intérieur de l'organisation municipale. La ville questionne cette approche, sa viabilité financière. Les élus n'ont pas encore pris position et notre organisme, les organismes communautaires qui soutiennent la proposition questionnent aussi cette démarche parce qu'ils s'inquiètent sur le mode de sélection des fiduciaires et leur imputabilité. Peut-être en conclusion, je vous dirais que quand même, la prochaine diapo, c'est la fiducie, à notre sens, c'est une valeur ajoutée. C'est une entreprise immobilière d'économie sociale, ce qui nous permettrait, je veux dire, d'avoir les moyens organisationnels et financiers de garantir dans le temps la conservation du parc immobilier abordable et son autodéveloppement. C'est pour les intérêts à long terme des résidents et c'est aussi pour le bien commun. Fait que j'arrête et on pourra poursuivre dans l'échange éventuellement. Merci. OK, merci beaucoup, Ghislaine. Puis on voit que votre présentation a généré quelques questions. Donc, je vous invite de regarder dans le chat et de préparer les réponses pour le période de questions-discussions qui s'en vient. Et on va poursuivre avec Dimitri. Et Dimitri, je pense que ton micro est encore fermé. Merci. Bonjour tout le monde. C'est bien de partager cette expérience, toutes ces expériences avec vous tous, parce que en faisant des analyses et des discussions rigoureuses, à ce moment-là, on est mieux placé pour avancer toute la cause autour de la question urbaine à Montréal et ailleurs, bien sûr. Le cas de Milton Park est très particulier et très unique dans le sens suivant. Il y a 642 logements de différentes tailles, des appartements jusqu'à des maisons complètes.
il y a autour de 1500 personnes qui habitent le projet Milton Park, qui comprend 6 îlots, les îlots importants autour de l'avenue du Parc, au sud de l'avenue des Pins jusqu'à Milton, en plein centre-ville de la ville de Montréal. Donc, c'est un terrain très, très précieux au niveau économique. Et une des grandes réalisations du projet Milton Park est qu'on a créé un fiducie foncier. C'est-à-dire, on a mis sur pied une fédération de 22 organismes, c'est-à-dire 6 coopératives de but non lucratif et 6 organismes de but non lucratif. On a préféré des petites organisations, des petites coopératives pour assurer l'autogestion au lieu de créer une grande coopérative avec tout le monde ensemble, qui est très difficile de maintenir un niveau d'autogestion vraiment démocratique et efficace. Mais le grand élément important, je veux souligner cette importance, est que le fiducie foncier a permis à le projet Milton Park d'abolir la propriété privée. C'est-à-dire, à l'intérieur du projet Milton Park, on ne peut pas acheter et on ne peut pas vendre aucune maison, aucune résidence, aucune propriété. Et ça, c'était réussi dans un système du capitalisme de marché. Et en plus, dans le centre-ville de la deuxième grande métropole du Canada. Alors, vous pouvez imaginer qu'on n'est pas bien aimé par l'industrie immobilière. Vous pouvez imaginer qu'on n'est pas le sujet préféré de l'Institut de développement urbain, le soi-disant front de cette industrie immobilière. Et on n'a pas très bien aimé par la Chambre de commerce. Mais malgré tous ces organismes, on a entrepris une bataille qui a commencé en 1968 et on est toujours là et on est toujours en faveur de faire la promotion de ces idées clés de comment on peut assurer que le logement devient reconnu comme un droit fondamental pour tous les citoyennes et tous les citoyens dans une ville. Et en plus, qu'il n'y a rien religieux autour de la propriété privée. C'est-à-dire, on peut vivre en collectivité, on peut vivre dans un quartier où il y a des liens entre les différentes instances, les liens organiques, si vous voulez, et on peut vivre une vie sociale dans la façon la plus intéressante et la plus collaborative et solidaire. Maintenant, c'est bien beau d'avoir un tel projet dans le milieu de la ville et c'est bien que c'est toléré par les intérêts économiques et politiques dans la ville parce qu'on n'a pas de choix, franchement. Mais on est très ambitieux pour les autres Montréalaises et Montréalais dans le sens suivant. On a créé une coalition pour le bien commun autour de le projet de Royal Victoria Hospital, un immense terrain avec beaucoup de pavillons. Et on a aussi, avant ça même, on a créé la coalition Saint-Urbain, la communauté Saint-Urbain, qui a tout un plan de développement social sur le terrain, une bonne partie du terrain de Hôtel-Dieu. Pour réaliser ces objectifs sociaux dans ces deux cas-là, on veut créer un front de solidarité avec vous tous et tous les projets dans lesquels vous êtes impliqués, une espèce de front commun
Donc, on fait la promotion d'une idée audacieuse, mais qui n'est pas originale, parce qu'on a essayé de faire ça il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire prenons la ville. Prenons la ville en main pour avancer ces objectifs de créer des terrains dans lesquels les intérêts privés sont neutralisés, si vous voulez. Alors, avec cette grande vision de démocratiser la ville, de démocratiser la démocratie, pas seulement au niveau économique, pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau économique, de faire le lien entre les deux. Ça, c'est notre vision, ça, c'est notre programme, et on veut partager ça avec vous parce qu'il y a des autres grandes batailles. Jocelyne va parler d'une autre qui vient bien sûr, qui est déjà lancée, avec lequel on veut avoir les liens de solidarité les plus proches. Merci pour votre attention. Et merci beaucoup, Dimitri. Et pour ceux et celles qui auraient connecté après l'introduction, je vais juste faire quelques petits rappels. Un que je n'ai pas fait au début, c'est si vous voulez du traduction, la traduction est disponible. Et si j'ai bien compris, c'est en cliquant sur le petit icône d'un globe avec interprétation ou interpretation. C'est là où vous pouvez accéder à la traduction. J'espère que l'explication que je donne est bien la bonne explication. Et sinon, Paolo, je t'invite de peut-être ajouter des précisions. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que si vous voulez prendre parole, ça va être après les panélistes. Donc, on a 2 autres présentations encore et je vais vous inviter pendant les présentations d'ajouter votre nom dans le chat ou dans la section conversation. Donc, d'ajouter votre nom dans le chat. Vous pouvez écrire votre question ou le sujet de votre intervention. Et ça va aider les panélistes à déjà préparer les réponses. Donc, vous pouvez tout de suite mettre vos questions ou les sujets de vos interventions dans le chat. Et on va continuer avec Nathan. Hi, thank you for having me. I will speak in English and I'll go so for the translators. I appreciate the opening remarks from Shannon and very excited to hear these developments in Montreal and the active social movements that are making Montreal a pretty interesting place compared to Vancouver in some ways. I had originally made a proposal for a research paper on French history, a particular topic around self-management, autogestion in France in the 1970s. Particularly, I was looking at an organization called the CSCV, Confédération Syndicale des Cadres de Vie. So a kind of self-organized social kind of movement in France. And actually, Louise Constantin had some involvement with the CSCV, but who's not here, but she helped with organizing the panel. We had our preparation conversation, and it seemed like it would make more sense for me to talk about Vancouver and the current situation, because I'm involved in housing struggles in Vancouver, and I think maybe there are some shared lessons or possible points of convergence that we could discuss. I think that listening to the struggles in Montreal, I mean, they're very advanced in some ways. And in Vancouver, I mean, the current situation is quite developed tenant union. The Vancouver Tenant Union is quite widespread, citywide, and has kind of focused on rent control
as its primary demand, targeted, quite primarily towards the province and campaigning around the demand for rent control. More recently, the tenants union is moving into neighborhood focused organizing, and specifically around redevelopment projects. There's a Broadway train expansion, things like this that are maybe more similar to some of these site specific fights in Montreal. I'll say a few things. I mean, in Vancouver, we have, a relatively center-left kind of city council and a somewhat progressive mayor. We have an NDP provincial government at the same time. And, despite that, they haven't really been able to do anything or they have not really made the effort to do a great deal on the housing front. Things like questioning, the logic of the market or the domination of private property or this, the developer interests. None of that is being taken seriously in any way. The main approach has been like a very small kind of tinkering. So I think, things like the land trusts in Montreal, which really take land out of the market, I think are really important. In Vancouver, the way that the land trusts are being implemented, I mean, it's very hard to say because to be able to buy a piece of land, the financial resources, the capital necessary to do that are quite significant. In some ways, it begs the question, because who has that capital to take a piece of land off the market? Well, I mean, the people, the working class, we don't have those resources. So it becomes, again, a question of the state, and it's not a fundamentally different question from social housing. So I think I don't see land trusts as different from the demand for social housing. I mean, in Vancouver, we have quite a rich movement for social housing, but we don't have something like Frappru. Like in Quebec, we have smaller organizations that are making demands for social housing, but the ability to tax the rich to fund social housing, I mean, that's the NDP. It's not something they are even remotely considering. I mean, the basic politics of the current government are quite centrist. I mean, it's quite shocking. And I say it's shocking also just because the scale of the problem. I mean, housing is in such shortage. I mean, the homelessness crisis in Vancouver is very significant, like thousands of people in each, thousands of people in the major cities, tens of thousands in the province, and are homeless. And the amount that they're building is nothing. And I'll say one final thing is when they do build things as part of this social mix, so is kind of this 20-20-20, this van that's kind of discussed in Montreal. But these social mix projects are actually quite problematic because you're building a little sliver of social housing, but often it gets put in a low income area, and it's actually quite it's a quite negative effect, in the sense that usually it's a gentrification project or some kind of embourgeoisement of the neighborhood. So even if you've added a few units, you're actually creating an overall net loss of affordable units. So, and then on the other hand, this 20-20-20 mix, if it's not for low income areas,
usually they don't follow through on the promise. So we've had, you know, the Olympic Village was an example where it was supposed to be for, you know, this 1/3, 1/3, 1/3. And of course, at the end, they sold the social housing on the market. So we're not in a great position, but we're building our power, and we're inspired by Montreal, and I'm excited to hear more. Thank you. Okay, thanks so much. And we can see some comments and questions coming in. Before we pass the mic to our next panelist and our final panelist, I'm just going to encourage you to take a couple of seconds to put your questions in the chat. Think if you have a question or do you have a comment about what you've heard so far. Donc, on arrive à la dernière panéliste. Et juste avant qu'on commence, je vous encourage, je vous invite de mettre votre nom dans le chat avec votre question ou un commentaire que vous voulez faire après les présentations des panélistes. Nous allons avoir une bonne demi-heure de discussion ensemble. Donc, on est très content de voir qu'il y a déjà des questions et des commentaires qui rentrent dans le chat. Et Jocelyne, c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. J'ai un petit diapo, je vais demander à Paolo de m'aider à le mettre en ligne. Merci. Alors moi, je vais vous parler du redéveloppement du secteur Bridge Bonaventure. C'est un secteur qui est bien connu des gens de Pointe-Saint-Charles, puisqu'en 2007, l'Auto-Québec voulait y déménager le Casino de Montréal et créer un centre touristique, une centre de foire. Il y a eu une vaste mobilisation dans le quartier avec beaucoup d'appui extérieur, ce qui fait qu'on a réussi à mettre ce projet-là en échec. Mais ça prend une vigilance constante et à long terme, comme vous voyez, ça fait plus de 10 ans qu'on a mené cette bataille-là. Et on recommence une autre bataille. Je vais vous présenter rapidement le secteur Bridge Bonaventure, comme on l'appelle. C'est un secteur qui touche à 2 arrondissements. L'arrondissement Ville-Marie, qui est le centre-ville de Montréal, c'est tout à côté du centre-ville, et l'arrondissement sud-ouest, où est le quartier Pointe-Saint-Charles que vous voyez entouré en rouge. Il est aussi à la jonction de 2 entrées de ville, celle, parce que Montréal est en une île, celle du pont Champlain et celle du pont Victoria, qui d'ailleurs mène souvent la circulation de transit en plein cœur de notre quartier habité, qui est engorgé aux heures de pointe. Il est aussi traversé par d'importantes infrastructures, notamment la voie principale du CN qui va de l'Ouest canadien vers la côte atlantique. Et le CN a une gare de triage là, qui est juste dans le secteur ici. Donc, c'est beaucoup de contraintes qui s'appliquent sur ce territoire. Maintenant, à la différence du projet qui est très intéressant dans Louvain, je voudrais vous montrer un peu les propriétés, si on peut mettre la diapo suivante, dans le secteur. Parce que c'est un secteur où on trouve des propriétés privées qui sont en blanc, là, mais plusieurs propriétés publiques. Je vais commencer par celle de la Ville de Montréal qui sont en jaune, notamment ce qu'on appelle le parc d'entreprise de Pointe-Saint-Charles, qui est un ancien dépotoir qui a été remblayé pour l'Expo 67 avec des sols contaminés, instable et des émissions de méthane. Donc, il est impossible de construire sur ce terrain-là, mais il y a déjà des industries, des entreprises plutôt qui sont installées, les studios Melz, les bureaux d'entreprises de télécommunications comme Bell et Tata Communications. Il y a aussi des entreprises que je vais mentionner rapidement qui relèvent du gouvernement du Québec, notamment envers Hydro-Québec, qui est un important centre de transformateurs qui va s'agrandir compte tenu qu'avec les nouvelles constructions au centre-ville, la demande augmente, mais il va être jumelé avec un parc commémoratif des Irlandais qui sont venus au 19e siècle construire le pont Victoria et aussi à cause des famines et qui ont été enterrés sur place avec un seul petit mémorial actuellement qui devrait être
plus souligné. Et il y a en bleu, par en haut, là, un secteur qui appartient à l'Auto-Québec. Il y a enfin des propriétés fédérales. En rose pâle, le port de Montréal. En rouge vin, c'est l'autoroute Bonaventure qui est propriété des ponts Jacques-Cartier-Champlain. Il y a la bande riveraine du canal de la Chine en mauve et le terrain qui nous intéresse plus en rose. Il y a celui de la Pointe du Moulin, mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est celui en bordure du bassin Peel, qui est le petit triangle bleu, qui est dans Pointe-Saint-Charles. Maintenant, déjà, c'est la suivante, s'il vous plaît. On a déjà réclamé de la ville qu'elle prenne une réserve avec un droit de préemption, c'est-à-dire sur les terrains, justement, de la Société immobilière du Canada. Ce que ça veut dire, c'est que la ville a un droit de premier acheteur lorsque les terrains seront mis en vente et qu'il y aura des offres de promoteurs immobiliers. Mais c'est un peu comme à Vancouver, ces terrains-là sont soumis à la spéculation immobilière et sont tellement chers que je ne vois pas comment la ville pourrait les acheter. C'est pourquoi on revendique qu'ils soient cédés par la Société immobilière du Canada afin de répondre aux besoins urgents des Montréalais qui vivent une crise du logement. En particulier dans le sud-ouest, selon le FRAPRU, c'est là où le coût des loyers a le plus augmenté de l'ordre de 14 donc, c'est un besoin essentiel. Un dernier élément des contraintes qui se posent à nous dans la diapo suivante, c'est l'arrivée du fameux réseau express métropolitain qui va du pont Champlain vers le centre-ville. Il y a déjà une première station qui est prévue dans le secteur qu'on appelle Griffintown, qui est au nord du canal de la Chine, qui va s'appeler station Bernard Landry. Le principal promoteur qui a déjà mis des réserves sur des terrains privés avec des offres d'achat voudrait une station justement sur les terrains de la SIC parce qu'il aimerait construire un ensemble de condos de luxe et amener là un stade pour une équipe de baseball qui serait en garde partagée avec une équipe de Floride. Maintenant, à mon avis, si on développait une nouvelle station, ce serait beaucoup plus judicieux de la mettre dans le parc, à bordure du parc d'entreprise pour permettre aux travailleurs de venir vers leur emploi dans les entreprises qui sont existantes et les autres qui vont s'ajouter. Donc, on a deux visions qui s'affrontent. Je vais vous montrer la première, la diapo suivante, du promoteur, de Vimco. Et alors, vous voyez, c'est très léché. Le secteur centre éclairé, c'est là qu'il veut construire des tours semblables à Griffintown. Nous, on dit non à Griffintown, on n'en veut pas. C'est un secteur qui a été développé par plusieurs promoteurs. Il y en a une douzaine qui contrôlent le développement immobilier dans le sud-ouest. Et ils ont monté tout le monde leur tour, mais ils ont oublié que ça prenait des services publics comme des parcs, une école. Alors, la ville a dû rétrograder, racheter un terrain et faire un projet d'école, c'est-à-dire qui est mené par un groupe de ressources techniques jumelé à du logement social. Devimco veut aussi s'étendre dans le quartier sur un site qui est une entreprise de transbordement de containers qui envisage de déménager ses installations dans l'est de Montréal, mais là aussi, il y a beaucoup de résistance des citoyens. Et voyez-vous le très joli stade parce que Devimco s'est associé à Stephen Bronfman et sa société Claridge pour développer le secteur. Maintenant, nous, on ne veut pas seulement s'opposer, on veut proposer une alternative. Si on montre la démarche qu'on a faite pour la diapo suivante, c'est une opération populaire d'aménagement qui est une démarche citoyenne participative. D'abord, dans un premier temps, avec la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles, on a fait des visites sur le site pour permettre aux citoyens de le connaître, de connaître son histoire et de connaître l'esprit du lieu, comme dit l'Office de consultation de Montréal et son patrimoine, connaître son patrimoine. Ensuite, on a fait des recherches sur le terrain. C'est de là que vient ma carte sur les propriétaires, mais on a fait des recherches sur les dossiers de décontamination, de déplacement, de propriétaires. Tout ça et autres, là, je ne donne pas toutes. Avec l'aide des services aux collectivités de l'UQAM,
On a développé des fiches sur les principaux enjeux, des fiches thématiques sur chacun de ces sujets-là. On a fait des portes ouvertes pour les citoyens pour qu'ils connaissent les enjeux. On a aussi, avec ces fiches-là, on commencé une tournée des organismes communautaires qu'on a dû interrompre à cause de la COVID. Mais il y a eu cette grande rencontre en mai, toute une fin de semaine en mai 2019 avec une centaine de citoyens. Le vendredi, d'abord rappeler les contraintes et les enjeux. Et là, les citoyens ont travaillé, comme vous le voyez, avec des cartes pour voir nommer leurs besoins et leurs rêves pour le développement de ce secteur-là. Il y avait 6 équipes de résidents assistés par des étudiants. Finalement, ça a permis de préparer des mémoires aux consultations de l'Office de consultation de Montréal. Il y en a eu une pour Action Gardien. Plusieurs organismes en ont fait, y inclut des citoyens individuels. J'en ai vu un qui tantôt passait son nom, là, qui est à l'écoute. Évidemment, on va continuer. Je ne vais pas vous présenter tout le document d'une vingtaine de pages. Je vous donnerai le moyen d'y accéder. On s'est entendu sur un certain nombre de balises. D'abord, une planification en amont de tout développement public ou privé qui est concerté avec les résidents. L'utilisation des terrains publics excédentaires fédéraux pour un milieu de vie inclusif qui répond aux besoins locaux en lien avec la stratégie nationale fédérale là, du logement qui prévoit l'utilisation des terrains excédentaires pour du logement social. On veut que les entreprises existantes demeurent sur place, une consolidation de l'emploi avec une amélioration de la desserte en transport collectif vers ces zones-là, l'amélioration des transports actifs collectifs et des liens avec les quartiers voisins, notamment Pointe-Saint-Charles et le centre-ville, l'élimination de la circulation de transit en reconfigurant les accès au pont Victoria et Champlain, l'appropriation des berges en déplaçant l'autoroute Bonaventure un peu au nord pour créer, comme dans certains endroits en bord de fleuve, une piste cyclable et un parc linéaire qui sera en continuité avec celui qui existe à Verdun et ailleurs, la mise en valeur du patrimoine et, si on regarde la prochaine diapo, un milieu de vie qui est inclusif, résistant et résilient. Rapidement, ses caractéristiques, d'abord, c'est un milieu qui ressemble à la trame urbaine des quartiers centraux, alors des constructions de 3 à 6 étages, jusqu'à 8 peut-être plutôt en bordure là, du viaduc du CN et du futur REM, avec un écran acoustique et une zone verdie. On veut des équipements collectifs, une maison de la culture, une école secondaire, parce qu'il n'y en a pas dans notre quartier, avec une garderie. Au lieu d'un stade, des équipements sportifs avec un terrain multisport. Un stationnement étagé avec des jardins sur le toit. Ce qu'on conçoit, c'est des routes plus étroites, éliminer, avoir beaucoup moins de stationnement individuel sur rue, bien que les gens pourront toujours y aller, que ce soit les gens à mobilité réduite ou si on arrive avec des enfants à l'épicerie et tout ça, mais un stationnement à proximité, à distance de marche. L'allongement du bassin Wellington qui sera un milieu de biodiversité, l'élargissement des bandes de Parc Canada et un quartier des artisans qui servirait de zone tampon face à l'industrie lourde qui est plus loin. Il y a déjà les Forges de Montréal, les espaces verts qui sont des milieux d'artisans qui sont très intéressants. Donc, il y a plusieurs autres volets. C'est difficile de vous résumer tout en quelques minutes. Je vais maintenant juste passer à qu'est-ce qui s'en vient, les suites et les actions à venir. Le rapport de l'OCPM, il faut dire, il a repris 90% dans ses recommandations, 90% de nos propositions. La principale exception, c'est qu'il s'aligne sur le règlement pour une métropole mixte de la Ville de Montréal avec 20-20-20, 20% logements sociaux, logements abordables, logements familiaux. Nous, on dit un terrain public, c'est 100% de logements sociaux et communautaires pour un milieu de vie pour les citoyens qui ont besoin urgent de se loger à prix abordable à Montréal.
On vient de sortir d'une série de 5 ateliers sur des hypothèses préparées par les fonctionnaires de la Ville de Montréal avec une représentation de toutes les parties prenantes. Donc, on s'est coltaillé avec les promoteurs immobiliers, les propriétaires comme la SIC, les entreprises comme ADM, là, ceux qui voient l'écran, le Five Roses là, dans la zone du port, le port de Montréal, des représentants des quartiers voisins, dont Pointe-Saint-Charles, où on était très présents, et les citoyens, des représentations des citoyens aussi de Ville-Marie. Maintenant, ce qui s'en vient, on prépare une action citoyenne à la mi-juin. Cette action-là va être précédée d'une distribution porte-à-porte d'un journal qui présente notre vision pour remobiliser les gens après l'arrêt un peu de la COVID, là. Donc, ça va être affiché sur le site d'Action Gardien. Et évidemment, on est très déterminé à s'impliquer dans les élections municipales pour exiger de la Ville qu'elle applique les recommandations de l'OCPM et qu'elle utilise ses pouvoirs réglementaires en termes de zonage. C'est actuellement un zonage industriel. Ça prend un changement de zonage pour faire du résidentiel. Aussi, ses pouvoirs réglementaires en termes de hauteur. On ne veut pas des tours qui bloquent la vue sur la montagne et le fleuve. Aussi pour établir des zones tampons d'industrie légère et un quartier des artisans. On va également s'impliquer activement dans les élections fédérales au plan local pour exiger la cession des terrains de la SIC, probablement le modèle d'une fiducie foncière comme sur le site Louvain. Et pour développer du logement social. Et on va aussi s'impliquer dans on les entrevoit déjà, des élections provinciales pour se mobiliser avec les groupes logements et le FRAPRU pour exiger un meilleur financement du logement social. Alors, si vous voulez, on passera à la dernière diapo, simplement vous dire que les documents, le projet collectif, tout ça, vous allez le trouver sur le site Action Gardien de Pointe-Saint-Charles. Si vous touchez l'onglet Dossier, vous allez voir Territoire, Bridge Bonaventure. Vous allez y trouver le projet collectif, le mémoire, les mémoires, le rapport de l'Office de consultation, nos balises et les actions qu'on a déjà réalisées et éventuellement celles qui sont à venir. Merci. OK, merci beaucoup et ça conclut les 4 présentations. On voit qu'il y a déjà vraiment plusieurs questions et commentaires dans le chat. Pour donner quelques minutes de plus pour les gens qui assistent à la panel d'écrire vos questions et vos commentaires suite à la présentation de Jocelyne, je vais juste demander que chacun des panélistes fait un petit wrap-up, un petit sommaire des principaux obstacles à vos projets. Donc, si vous pouvez juste dire 2-3 mots dans 30 secondes ou moins, une petite conclusion, les principaux obstacles à vos projets, ça va nous aider à générer des idées sur les solutions possibles. 30 secondes chacune, on commence avec Ghislaine. Le principal obstacle, c'est que nous, on veut construire sur un terrain ville, c'est possible, mais la question, c'est qui va déterminer, qui va avoir la gouverne finalement du projet une fois qu'il va se mettre en branle. Nous, ce qu'on dit, c'est que la communauté, on est capable de le faire à travers une fiducie d'utilité sociale. La ville est frileuse. C'est l'enjeu. Parfait. Merci. Et Dimitri? Le principal obstacle, c'est le manque d'audace parmi le secteur communautaire. C'est-à-dire, j'aime beaucoup l'approche de Ghislaine et ces deux femmes extraordinaires qui sont des pionniers des deux projets exceptionnels. On a besoin de cette audace et on a besoin de solidarité. Avec ces deux éléments clés, le seul obstacle qu'on peut avoir, c'est l'élite politique et l'élite économique de la ville. Et ça, on peut les balayer dans la poubelle facilement. C'est bien dit, merci. Et Nathan, the main obstacles to social housing in Vancouver? Yeah, I would say
the developer control of the city hall and the province, and I guess the private ownership of the land. Yeah. Great. Et Jocelyne, les Je principaux... suis d'accord avec Nathan et Dimitri l'a mentionné aussi. Le problème, à mon avis, c'est la propriété privée du sol qui entraîne une spéculation dans les centres-villes qui est fulgurante. Il faut sortir l'habitation du marché privé. L'habitation, c'est un droit essentiel. Et donc, il faut le sortir. C'est ce que fait aussi le projet Louvain, qui soit repris en main par les citoyens. Et je pense que j'ajouterais en continuité avec Dimitri, ça prend de se solidariser dans ces luttes-là parce qu'on affronte des forces assez grandes qui ont des moyens beaucoup plus importants que nous. C'est bien dit. Et je vais me permettre d'ajouter, je n'avais pas présenté le projet à nous le Malting aujourd'hui parce que ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, mais je suis très d'accord avec c'est l'obstacle, c'est le contrôle de nos élus par les développeurs privés. Les projets sont possibles, le financement est là, c'est la volonté politique qui est le principal obstacle pour nous et on voit ça sur le territoire de Saint-Henri aussi. Bon, je pense avec ça, on va aller avec les commentaires. Il y avait quelques questions écrites très tôt dans le chat par Manuel. Paulo, tu as repris ces questions-là dans le chat, mais je vais juste les lire rapidement. Puis après, Manuel, si tu veux prendre parole, si vous voulez prendre parole, excusez-moi. Donc, les questions sont quelle place au logement social dans l'expérience Louvain-Est? Donc, quelle est la place du logement social dans votre projet? Est-ce que les citoyens font partie de la gouvernance du projet Louvain? Et et en général, c'est une super bonne question, comment garder la mobilisation des citoyens et citoyennes si les projets demandent des années pour réaliser? Effectivement, c'est un grand enjeu. Je pense qu'il y a plusieurs de nous qui ont quelque chose à dire par rapport à cette troisième question. Manuel, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à vos questions? On voit Manuel apparaître, mais pour l'instant, votre micro ni votre caméra est ouverte. Bon. Oui, c'est parfait, oui. Oui, mes questions viennent du fait que maintenant, je suis à la petite patrie et on a un projet qui s'appelle Bellechasse. Vous avez peut-être entendu parler de Bellechasse. Et on a fait un exercice dans les quartiers pour définir une vision à partir des intérêts des citoyens et des organismes du quartier. Une vision qui se ressemble beaucoup à celle qui a été mentionnée pour le cas de Louvain-Est et pour le cas aussi de Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, oui, ça ressemble beaucoup. Mais on se pose beaucoup de questions par rapport à vraiment comment réussir ce type de projet, comment donner une place importante au logement social, mais aussi comment mobiliser les citoyens parce qu'on parle des années dans la réalisation de ces projets et les citoyens ont besoin tout de suite de résoudre le problème du logement. Donc, comment combiner, comment traiter cette question de la mobilisation dans le cas des projets qui demandent quand même du temps pour se réaliser? OK, parfait, merci. Ghislaine, est-ce que vous voulez répondre aux trois questions, si vous voulez? Oui, les logements sociaux sur le site Louvain, la détermination qu'on a obtenue, je veux dire, c'est avoir un minimum de 50% de logements sociaux communautaires. Mais quand je parle de minimum, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Et pourquoi on a fait ça? Je veux dire, parce qu'on avait à la fois les riverains, je veux dire, qui sont avec des bâtiments qui sont des duplex et triplex, et eux, ils étaient très inquiets de voir des logements sociaux communautaires dans le voisinage. Donc, c'est la formulation qu'on a trouvée. Il faut savoir que, et là, peut-être pour répondre à la question de comment on fait pour
intégrer les citoyens à la gouvernance, il faut savoir que le projet il a été mis de l'avant par la table de quartier parce qu'on avait identifié en 2009 qu'il manquait 1000 logements socio-communautaires dans Antique. Donc, c'est cette démarche-là qui a fait qu'il y a eu une table habitation, qu'il y a eu des promoteurs de projets en habitation qui ont développé des projets, qui ont revendiqué. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé à avoir un comité de pilotage et un bureau de projet partagé. Donc, les citoyens y ont été associés par ces organismes communautaires-là, des OBNL, je veux dire, à la fois soit des coopératives ou des OBNL, qui ont été les principaux instigateurs de ça. Et ce qu'on peut voir, je veux dire, c'est comment on fait pour garder active finalement la mobilisation citoyenne. Nous, notre façon de faire, je veux dire, c'était depuis l'automne dernier, une fois que le projet avançait, c'était de faire des rencontres citoyennes mensuelles sur des thématiques. Et donc, on a fait des rencontres, je veux dire, que ce soit sur qu'est-ce que c'est un écoquartier, qu'est-ce que ça veut dire la fiducie d'utilité sociale, comment on est capable de développer la gestion des matières résiduelles, donc toutes sortes d'enjeux différents où on sollicite les gens et ça fait parler de nous, donc on se maintient dans l'actualité et on a en ce sens-là, je veux dire, le soutien aussi d'un média local qui s'appelle le Journal des voisins, qui n'est pas dans la grande confrérie. C'est un journal de quartier indépendant. Et lui, je veux dire, il fait comme étalage, je veux dire, de ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est les principaux outils dont on dispose. OK. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut peut-être répondre à la troisième question, la mobilisation? Ben, en tout cas, à ce qui nous concerne, vous voyez, c'est un terrain, le secteur qu'on s'est déjà battu en 2007 à 2010 pour éviter l'arrivée du casino dans notre quartier. Mais on a aussi, ce qui est important pour mobiliser les gens, c'est de les impliquer dans l'information, comme Ghislaine le mentionnait, dans une proposition aussi, pas juste s'opposer, mais proposer la vision, les rêves des citoyens, les informer, être très bien documentés pour confronter, là, quand on a confronté les promoteurs qui ont une vision de rentabilité économique à court terme et ils oublient constamment la rentabilité sociale qui est sur du long terme et écologique. Alors, on a un comité qui s'appelle Territoire qui s'occupe aussi de l'amélioration de notre quartier actuel, des parcs espaces verts, les voies cyclables, différents sujets qui maintient. Mais là, c'est clair que dès qu'on a vu pointer le projet de stade de baseball, nos énergies se concentrent. Ça va influencer l'arrivée de Griffintown dans notre quartier, ce qu'on ne veut pas, parce qu'on a aussi perdu des batailles. En bordure du canal de la Chine, c'est des condos de luxe. On s'est battu quand même pour des accès. Mais donc, il faut constamment garder un lien. Des fois, il y a des temps un peu plus morts, comme là, nous, on veut relancer avec la COVID. On n'a pas pu beaucoup, à part de participer à des manifs pour le logement. On n'a pas pu beaucoup reprendre les actions. Alors là, on relance un journal et une action citoyenne en juin. Là. Mais il y a des hauts et des bas dans une mobilisation. L'idée, c'est de ne pas lâcher le morceau. Oui, Dimitri, un élément de réponse aussi. Oui, au sujet de la mobilisation, bien sûr, il faut réaliser deux choses. Un, la mobilisation est très difficile et prend beaucoup de patience. Et il faut consacrer le temps nécessaire d'aller une étape à la fois. Maintenant, avec la pandémie, c'est encore plus compliqué. Mais une des actions presque magiques, si vous voulez, est de faire la porte-à-porte. Quand on parle à des gens avec une vision de comment transformer un quartier, disons, le plan que Jocelyne a mis devant nous avec son PowerPoint de qu'est-ce que ces militants veulent réaliser sur ce terrain-là,
C'est magique, ça. Je me rappelle quand on a fait la même chose à Milton Park. Quand les gens, on a vu une maquette qui était préparée par un groupe de professeurs et étudiants de McGill dans l'école d'architecture, comment le quartier peut être transformé. Et voilà, ça c'est ma maison. Regarde-les, comment on va rénover tout ça. Ça devient quelque chose de différent. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la solidarité. Il faut donner une idée à chacune et chacun qu'il y a des gens qui sont impliqués dans des projets semblables dans d'autres arrondissements de Montréal. Et en travaillant ensemble avec toutes ces personnes-là, on peut transformer le système. C'est ça. Et c'est quelque chose qui commence de prendre une réalité avec une certaine patience. Merci beaucoup. Et nous avons cinq autres personnes qui ont manifesté dans le chat un désir d'intervenir, je crois. Donc, nous avons Stéphane, je vais dire juste vos premiers noms. Stéphane, James, Louise, Claudia et Gabrielle qui a ajouté une question dans leur question and answer. Wow, that was hard to translate mid-sentence. Je m'excuse au traducteur. Donc, il y a ces 5 personnes-là. Ce qu'on va faire, c'est prendre 3 commentaires. Donc, Stéphane, James et Louise. Et après ça, on va avoir un moment de réponse des panélistes. Je vais juste me permettre une très brève réponse par rapport à la mobilisation. Comment maintenir la mobilisation à long terme? J'aimerais juste dire qu'il y a plusieurs des projets ici, mais en fait, je pense que les 4 projets qui étaient discutés ici à Montréal, qui sont soutenus par une table de quartier. Et c'est quand même intéressant de voir que le soutien des employés qui sont formés en organisation communautaire est d'après moi, un levier pour maintenir une mobilisation à long terme. Aussi, de ne jamais oublier qu'on a raison. Nos projets sont meilleurs et il faut qu'ils se développent. OK, merci beaucoup et je vais passer la parole à Stéphane. Stéphane, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, on vous voit apparaître. Oui. Bien, bravo tout le monde pour votre implication. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Lampron. Moi, je suis militant au RIL à Pointe-Saint-Charles. C'est pour la défense des locataires de Pointe-Saint-Charles. Je parle vite parce que je ne veux pas prendre tout le temps. On s'est impliqué beaucoup, mais moi, ce que je me rends compte, les moments où c'est le plus difficile, c'est d'impliquer les politiciens. Je me rends compte que le logement abordable ou social est important seulement à la veille des élections ou à la veille de budget. Autrement, ça passe complètement dans le vide, tout le monde s'en fout. Mais nous, on s'est battu sur le bord du canal de la Chine, puis le canal de la Chine part du Vieux-Montréal, va jusqu'à la Chine, donc il traverse un paquet de quartiers, puis on est le seul à Pointe-Saint-Charles qui a réussi à avoir du logement social sur le bord du canal de la Chine. Mais il a fallu que Projet Montréal s'en aille en élection, parce que ce n'était pas Projet Montréal qui était au pouvoir à ce moment-là. Il a fallu qu'on implique M. Doré, qui était mal pris parce qu'il était sollicité par Denis Coderre, était sollicité par... Ben, vous voyez tout qu'est-ce que ça prend. Puis ça, il a fallu aller à consultation publique, il a fallu aller à l'hôtel de ville à Montréal. Puis moi, je suis de tous les combats. J'ai été à Milton Park quand c'était l'église. Je me rends compte qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut jamais lâcher, parce que si jamais on lâche, on n'a pas les reins assez solides pour combattre les propriétés privées. On s'en va directement comme Toronto puis Vancouver. C'est grâce à des gens bien ordinaires, des citoyens de quartier de Saint-Henri, de Pointe-Saint-Charles, de Milton Park, de partout à Montréal. C'est grâce à eux qui s'impliquent au Frappru, puis qui militent, puis qui font des manifestations. Sans ça, on n'aurait absolument rien. C'est dommage parce qu'on se bat au Frappru pour que on va jusqu'à l'ONU pour que le Québec reconnaisse que le logement social, c'est un droit, c'est pas une marchandise, puis on est encore en train de se battre, c'est toujours une marchandise. Fait que il faut concentrer je crois qu'il faut concentrer au niveau des stratégies de bataille par rapport au marché privé. On en est rendu là.
personne n'est contre qu'une petite famille s'achète un condo, puisse vivre, mais il faut quand même limiter. Il faut avoir le gros bon sens, pas laisser les gens qui ont de la misère. Les quartiers, il y a du monde qui, ça fait des années qu'ils restent dans des quartiers, sont obligés de déménager. Ils ne peuvent plus rester parce qu'ils n'ont pas les moyens. On voit des logements de 1 million, on voit des autos de luxe qui se promènent. Le logement social, c'est important. Il faut se baser sur de l'existant qui a été gagné pour reprendre ça, pour continuer. Puis il ne faut jamais négliger les citoyens ordinaires qui se battent et qui sont toujours là pour vous appuyer et être avec vous autres. Voilà, c'était un commentaire et je vous remercie. J'ajoute juste que ça traduit l'esprit de la Pointe-Saint-Charles. Merci, Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane, puis merci aussi pour votre implication dans quelques batailles qui sont représentées ici aujourd'hui. Et là, on va continuer avec James. James, you put your question in the chat, and I think you're saying that your audio isn't working. I think we can get it working. We're just going to give it a try. So, James, can you open your microphone? Is it working? If not, we'll read your question, but we'll just give it a couple seconds more. No, I don't think so. Oh yeah, James, there you're appearing. And yeah, but can you hear me? Yeah, we can. And Oh, you Jocelyne, can. juste pour te dire, ton micro est ouvert, ce sera Ah, peut-être mieux excuse. fermé. Ouais. Merci. You can hear me. Yeah, go ahead, James. Okay. Well, I live here in Cambridge. I live in what used to be public housing. The buildings where I live are the so-called, Cambridge Housing Authority want to tear down all these buildings, 11 buildings, and put up new buildings. Currently, the actual owner of what was once public housing are Wells Fargo, a bank, 99% equity investors. So it's complicated, but what I want to get to is, I heard the word citizen over and over again from different speakers, and I think it's a complicated question. For whom are we doing? Clearly, there's a tremendous need for affordability in housing. There's a critique of the language of affordability. That's another story. But both politically, socially, and then there's, of course, a moral dimension. For whom are we doing this? In a city like Cambridge, it's not necessarily people who are from Cambridge who will be getting the so-called affordable housing that's being built in some cases by for-profit developers who are getting public money to do so-called 100% affordable housing projects that are extremely unpopular, not just with neighbors who own condos or houses, but people in other affordable housing properties who are going to be overwhelmed by a massive new building next door, for example. And the arguments for it are couched in terms of the tremendous need, but the reality is it's not people from Cambridge who may have been displaced by gentrification over a couple of decades who are the people who are eligible, but people who are on a wait list and who are eligible, to be on the wait list based on other criteria. So one begins to wonder. I mean, there are multiple questions here, but I was prompted to ask about the use of the word citizenship or citizens, and how important is that? And if we don't have some parameters, if our notion of who we're doing this for is not bounded in some way, does it not undermine the political efficacy? We're doing it for whoever, we're doing damage to existing communities in the name of people who deserve housing from who are maybe recent migrants. Okay. To put it bluntly. Okay, thanks for your question, James. I think you're in Cambridge, Massachusetts, if I had to guess. Is that correct? That's correct. Yep. And we are going to take one more question. Dimitri, I can see you've already want to answer. We're going to take one more question and then go to the answers from the panelists. We just have a couple minutes left. So the next person on my list was Louise, but I think, Louise, you don't have a question. So we're on to Claudia.
Claudia, did you have a comment? Can I answer, James? Well, actually, Dimitri, I'm hoping just to get the maximum number of people getting their comments out before we get to the answers. So I think Claudia is next on the list. You had put a comment or a question in the chat. Claudia, did you want to, Claudia, est-ce que vous voulez prendre parole à ce moment-ci? Peut-être que non. Et on peut aller alors avec la question de Gabriel qui était mis dans le Q&A. Gabriel, je vous invite à prendre parole. So there was also a question from Gabriel, so that you put in the Q&A. Can you, would you like to ask that question? Yeah, Gabriel, go ahead. Oh, hi, thanks. You unmuted me. Yes. Am I on video or just voice? Just audio, yeah, that's right. Okay. Just want to quickly say hello to Stéphane. Stéphane, c'est Gabriel de la Petite Maison sur la Prairie. C'est cool qu'on est sur la même conférence ensemble. So my question is about this question of how do we get land as a community? It was brought up earlier that the people who get land are the people who have capital. How can we assemble capital? How can we accumulate the funds necessary to take land off the market? One obvious way that I've heard about is, you know, just collecting the funds through rent over time, right? With whatever kind of housing project we have going that's community run. I think that maybe the Ottawa Land Trust does their development this way. Don't know much about that though. And another obvious, or not obvious, but another tool that seems really good is community bonds. And I'm curious to go more in this direction, like what are the financial mechanisms and like the financial markets that we're not tapping into right now as a community that we could use, because the money's out there, right? How can we tap into it? Obviously, when we start talking about financial markets and things and interest rates and all that, I think we get a little bit nervous as autonomous community actors because we want to stay close to our values. We don't want to play into the system. We also don't want to get bitten in the butt taking on risk and things, but there's got to be a way to do it smartly. And I'm just wondering if the panelists have thoughts on this, and how we can like drive some innovation in this area, because okay, great. We need the money. Yeah, thanks for your question. This is one that I am actually personally super interested in right now. So thanks for asking it. On va aller à la période de réponse. Ben, on a aussi arrivé à la fin du panel, donc je ne sais pas combien de minutes de plus qu'on a, mais on va commencer avec Dimitri pour les réponses à les 3 dernières questions, comme vous voulez répondre. Well, I will begin with a comment on what James from Cambridge was concerned about. You know, from March 17th of this year to the end of May 28th specifically, we are celebrating in all sorts of places, I don't know about Cambridge, the 150th anniversary of the Paris Commune. The 150th anniversary of the Paris Commune, a very important urban revolution, possibly the most important in human history. And there, the word citizen was very widely used and highly honored. And you have to bear in mind that in Montreal, in Quebec, when we use the term citoyen, citoyenne commonly, we mean it in an inclusive way, completely open, has nothing to do, as far as we're concerned, with national citizenship. For example, in Montreal, we have a very important charter of rights called the Montreal Charter of Citizen Rights. And in that charter that gives all sorts of responsibilities and rights to citizens,
A citizen is a person who resides in Montreal, doesn't have to have a Canadian passport. A person who resides in the city of Montreal, including a person who's living on the streets, by the way. So to us, the word citoyenne et citoyen is very, very inclusive. And when we use it in English, we use it in that way also. That's my first comment. My second comment about financing to Gabriel is that anybody who's interested in those kinds of questions should carefully study the history of the Milton Park project and the history of the Benny Farm project and the history of the Angus project. These are three very important projects that received a lot of public funding, not directly necessarily from government coffers, but as guaranteed to financial institutions to allow us to have mortgages, which we paid back once we took control of the buildings and the land over a 35-year period. That's how we finance these very important projects, through public support and public funding. And you can only do that if you create strong political coalitions. There's no way around it. You have to create strong political coalitions in solidarity with other organizations across the city. And these are very interesting histories to become aware of, and you begin finding the answers to your very important questions. Okay, great, thanks. And is there anyone else who would like to, other of our panelists? Yeah, Ghislaine. Oui, j'aimerais. À moins que Jocelyne, tu veuilles le faire? Ça va? Moi, je voulais répondre à la question sur le logement abordable. À qui on vise dans le logement abordable? On a cette question-là. Et pour nous, je veux dire, si on regarde les logements sociaux communautaires qui sont financés par Axélogie, mais on s'adresse à la fois aux personnes qui vont avoir un financement pour les aider dans leur accession à un logement décent, mais aussi, je veux dire, c'est 50% seulement des logements qui sont financés. Donc, l'autre 50%, ça va être des gens qui vont accepter d'aller vivre dans ces propositions-là de logements qui vont être faites, et soit qui vont être dédiés principalement aux familles, ou ils vont être, je veux dire, des projets, je veux dire, autres. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est présentement en contact avec plein d'organismes qui ne sont pas en financement Axélogie, mais qui offrent aussi du projet, des propositions de logements abordables au même taux à peu près qu'on retrouve dans les logements d'Axélogie. Et ça, je vais penser à Interloge, je vais penser à Utile avec le logement étudiant. Fait que donc, on est en train de monter ce projet-là et je veux dire, quand on sera plus avancé, on pourra le faire connaître à tout le monde. Et aussi, je voulais dire sur la question de comment on peut faire pour financer. C'est justement le propre d'une fiducie d'avoir une base pour être capable d'avoir d'autres sommes pour être capable d'élargir finalement le parc immobilier abordable et de façon pérenne. Fait que ça, c'est un volet. Et il y a aussi l'autre volet, je veux dire, au niveau de la ville, quand ils ont mis le projet 20-20-20, les promoteurs ne veulent pas construire de logements sociaux, donc ils disent qu'on peut construire du logement abordable. On a eu le débat, nous, à la table de quartier, pour faire que ce qui était déjà amassé ne soit pas réservé à notre secteur, mais utilisé pour l'ensemble des arrondissements de la ville. Parce que la place où il y a le plus d'argent qui a été versé, c'est dans Ville-Marie, mais à Ville-Marie, il n'y a pas de terrain. Fait que donc, on ne veut pas que ces argents-là ne soient pas utilisés et on veut qu'il y ait un mandat clair au niveau de la ville, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se libère, ils doivent le faire. Et moi, j'irais de ma touche personnelle, c'est de dire, il y a des terrains villes, c'est bien quand ils sont désaffectés, mais il y en a d'autres qui sont aussi, que j'appelle publics, à savoir écoles, tout ce qui est au niveau du secteur de la santé et même, je dirais, au niveau religieux, qui ont eu à la fois du financement public, des exemptions de taxes, et ça devrait être, quand ils n'en ont plus usage, la préemption devrait être à la ville pour qu'on puisse faire du logement social. C'était mon côté éditorial. On est bien là pour ça, votre côté éditorial, Ghislaine, donc merci énormément. Et Jocelyne, est-ce que j'ai vu que...
J'ai pas beaucoup à ajouter, autant ce qu'a dit Dimitri que Ghislaine, je suis d'accord. Alors, je vais laisser la place à d'autres. OK, et je pense on n'a pas encore été éjecté de cette salle Zoom, malgré le fait qu'on a dépassé le temps par 7 minutes. Peut-être je vais juste voir avec Paulo qui nous aide au niveau technique. Est-ce qu'on a quelques minutes de plus ou on est rendu à la conclusion? Oui, oui, ben, vous avez quelques minutes pour conclure. OK, OK, parfait. Donc, il y avait une Claude Philippe Nolan qui a mis un commentaire dans le chat et je pense que c'est la dernière personne qui a mis quelque chose dans le chat qu'on n'a pas déjà invité à prendre parole. Claude, est-ce que vous voulez prendre parole ou on peut lire votre commentaire dans le chat aussi? OK. Je pense que ça va. Donc, on est sûrement rendu aux conclusions. Donc, je vais à ce moment-ci donner encore une dernière 30 secondes à chaque panéliste pour un dernier mot aujourd'hui. Et je vais conclure avec un dernier remerciement. On va commencer avec Ghislaine. Le logement social pour tous, c'est un droit. On devrait être capable de l'exprimer. On devrait pouvoir avoir les espaces pour le faire. Et je souhaite qu'au sortir de l'atelier, mais on reste en contact pour justement renforcer les synergies et être capable, je veux dire, de s'influencer et s'entraider les uns les autres dans ce projet-là. Merci. Et Dimitri, dernier mot. T'es sur mute. Ouais. 100% d'accord avec Ghislaine et je suis sûr que je serai 100% d'accord avec Jocelyne. Parfait. Et Nathan, last words or concluding remarks? Thank you. Yes, I thought that was very interesting and I appreciate being welcome to the conversation. I guess I was going to say something really quick to the last few questions, so I'll just do my concluding remarks. No, go ahead if you want to. I think we've got I think we got a couple minutes before they kick us out, so go ahead. Yeah. Okay. I think with this thing of land trusts or finding a way of financing, I still feel sort of unsatisfied with those options, but I really want to hear more from Dimitri and others of how it's worked in the past. But I mean, to me, if the idea of collectively tenants could pool their rent and set it aside to buy property, I don't totally understand how that would work, just because it's a competitive market. People other than tenants have more money. Now, write the message. Okay, right there. Oh yeah, Dimitri, if you just want to close your microphone, that'd be great. So Nathan, go ahead. I'm just trying to understand how working class people would have enough money to compete on the market and buy land. I don't think it's a model that fundamentally addresses the problem. But I want to learn more as well. But I think a better model is a more redistributive model where capital is directly transferred from those with money. So through forms of levies and taxations and developer taxes and income taxes. I mean, I don't see other models, but I think the direct appropriation of property is the way to do that. But and then just a final point about this, because we're in such a situation of scarcity, people within the class, within the working class, are building up resentments against others who are getting housing, and it often takes on a xenophobic language of migrants getting certain access to housing and not accusing the person from Cambridge of anything. But I think that what's happening, what I see in Vancouver, is because of the housing crisis, foreign capital, Chinese capital is the first scapegoat. And so we're in this weird situation where no one's actually able to do the basic things that would be needed to solve the crisis, and yet everyone is attacking one word. people of color and foreign investors and all these things.
where they want to tax foreign speculators instead of just taxing all speculators. Yeah, those are my thoughts. Thank you so much for this panel. Yeah. And thanks for participating. And we're going to pass it to Jocelyne. Dernier commentaire. Oui, peut-être je ferai la boucle avec ton introduction, Shannon. Quand les Européens sont arrivés en Amérique, il n'y avait pas de propriété privée du sol. Les Autochtones vivaient, le sol était à la disposition de tous, en tout cas. Avant qu'on retourne là, je pense qu'il faut régler la question du système capitaliste. Et c'est clair que les promoteurs n'ont pas intérêt. Leur objectif, ce n'est pas de créer du logement pour tous. Leur objectif, c'est de rentabiliser à court terme leur investissement. Maintenant, je pense que c'est pour ça que j'ai dans les suites des actions, on va s'impliquer aussi au niveau des élections fédérales et provinciales. La cession des terrains est un élément. La plupart, tantôt, on parlait de la petite maison dans la prairie, c'est un terrain qu'on a gagné par négociation, pression avec un développeur qui a développé un endroit et on ne veut pas juste qu'il y ait des fonds, on veut qu'il y ait des terrains, des réserves foncières, que la ville identifie des réserves foncières. Et on mène la bataille avec les groupes logements. C'est nos taxes. Le financement public, ça vient de nos impôts et le financement du logement social est une clé. Le FRAPRU mène une bataille rangée extrêmement importante. C'est un groupe qu'il faut vraiment appuyer avec tous les comités logement. Je pense que c'est des avenues. C'est sûr que c'est du travail à long terme, c'est pas une résolution à court terme, mais quand on parle de rentabilité sociale, il faut avoir de la vision à plus long terme. J'arrêterai là. OK, et je pense que je vais conclure sur ça aussi, c'est la fait que toutes nos batailles qu'on a discutées aujourd'hui et présentées aujourd'hui, c'est ultimement des batailles contre la propriété privée dans sa forme actuelle, donc qui fait en sorte que la propriété est échangée pour du profit. Et c'est ultimement une bataille contre le système capitaliste. Et j'aimerais mentionner ici que ces trois de nos panélistes aujourd'hui sont des personnes qui sont impliquées à très long terme dans cette bataille. Et je vous remercie vraiment très sincèrement pour votre implication parce que ça donne l'inspiration à les prochaines générations à continuer une bataille à long terme qui est ultimement contre un système qui est néfaste pour le bien-être public. Et c'est très important d'avoir vos modèles pour nous inspirer de continuer dans cette bataille à longue haleine. Donc, merci beaucoup et merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à tout le monde qui a participé à cette discussion. Oui, merci à tous les participants et on se reverra sur le terrain, j'espère. On se verra sur le terrain, ça va continuer. On va y être, Jocelyne. À bientôt. À bientôt. À tout le monde. Merci, Nathan. C'est un plaisir. Merci. Merci, Dimitri. Merci tout le monde. Oui, merci.